L'année 2023 tire à sa fin. Dans une dizaine de jours, on accueillera 2024. On se souvient que le président de la République a dédié cette année à la jeunesse, cette année qui s'achève. Le chef de l'État avait prévu que 361 milliards de francs CFA soient investis sur toute l'année afin de faciliter l'insertion de plus de 700 000 jeunes dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. 361 milliards de francs CFA investis sur l'année 2023 qui, elle, compte 365 jours, ce qui fait environ 1 milliard par jour pour les jeunes, mais en investissement. Ce n'est donc pas un montant qu'il était prévu de partager, distribuer comme beaucoup de jeunes l'avaient imaginé, mais c'est 1 milliard en investissement et cela relève de 21 ministères. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un secteur précis, celui de l'éducation-formation. Pour cela, nous avons invité plusieurs membres du gouvernement. Ils sont 3, les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et de la promotion de la jeunesse. Pourquoi Mamadou Touré est aussi avec nous alors qu'on parle d'éducation-formation? Eh bien parce que c'est son département qui porte le PJGouv en tant que tutelle des jeunes et il parlera par la même occasion au nom du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Nguessan Kofi, qui, souvenez-vous, s'est déjà prêté à l'exercice il y a quelques semaines. Bonjour, Monsieur le ministre Touré. Bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre Diawara, Madame le ministre. Bienvenue sur notre plateau. Et donc, sur ce plateau de RTI 1 reçoit, nous allons avoir, vous aussi, chers téléspectateurs, votre contribution. Mais avec moi, vous aurez Marc Yevou, chef du service Société à Fraternité Matin. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Maintenant que le décor est planté, les civilités évacuées, Madame et Messieurs les ministres, on va suivre ce petit élément en vidéo dans lequel on a posé la question à quelques Ivoiriens sur ce qu'ils savent de l'année de la jeunesse et sur les résultats qu'ils ont pu obtenir ou observer. La régie, si c'est bon, on peut y aller. Nous avons été très heureux que le président de la République fasse de cette année-là une année de la jeunesse, ce qui signifie que les jeunes sont vraiment au cœur du projet de développement et de société en Côte d'Ivoire. Voilà, et donc nos attentes ont bien évidemment été nombreuses vis-à-vis de cette année. 2023 qui a été année de la jeunesse, beaucoup de choses ont été faites pour les jeunes et notamment au niveau de l'insertion professionnelle. Toutefois, ce sont des œuvres humaines qui ne sont pas forcément parfaites et nous disons qu'il y a encore des insuffisances ou encore des manques à gagner pour que cette année de la jeunesse soit véritablement marquée dans l'esprit de tous les jeunes de la Côte d'Ivoire comme une année qui aura permis quand même de décanter un certain nombre de situations pour l'ensemble des jeunes de notre pays. On a une jeunesse qui est beaucoup dynamique. On s'est dit que 1 milliard par jour pour la jeunesse. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat a beaucoup évolué au niveau de la jeunesse. Il y a beaucoup de fonds qui ont été injectés. Nous avons vu des structures qui ont été propulsées avec des fonds. Le président avait décrété l'année 2023, l'année de la jeunesse. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le ministère dirigé par le ministre Mamadou Touré. Beaucoup a été fait, beaucoup de jeunes ont été engagés dans certaines choses. Et nous demandons au président de continuer encore l'œuvre de la jeunesse jusqu'en 2024. C'est une bonne perspective qui a permis au gouvernement de montrer quand même le regard qu'il porte sur la jeunesse. Alors, quand j'ai entendu parler de l'année de la jeunesse, pour moi, c'était une année pleine d'aubaines, pleine d'opportunités pour les jeunes que nous sommes, c'est-à-dire opportunités professionnelles, opportunités éducatives. Je vois que mes attentes n'ont pas été satisfaites parce que je ne me souviens pas au cours de l'année avoir vu ou entendu parler de beaucoup d'opportunités, en tout cas pour les jeunes. Voilà, Madame et Messieurs les ministres, voilà donc la perception que les Ivoiriens ont de l'année 2023 consacrée année de la jeunesse. Vous allez nous éclairer, Monsieur le ministre Touré, sur cette année de la jeunesse. Mais avant, je voudrais indiquer à nos chers téléspectateurs qu'ils pourront poser des questions aux membres du gouvernement ici présents, ou par téléphone, ou via cette tablette que je tiens, en scannant simplement le code QR qui s'affichera au bas de votre écran. Alors, chers membres du gouvernement, encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Monsieur le ministre, parlez-nous de cette année de la jeunesse. L'année de la jeunesse, c'est d'abord une volonté du chef de l'État qui, rappelez-vous, le 31 décembre dernier,
a indiqué qu'il était important de consacrer cette année à la jeunesse en démultipliant les initiatives en faveur des jeunes. Et le chef de l'État a donné quelques orientations, les axes autour desquels donc, devait s'articuler le programme Jeunes du gouvernement. Nous avons travaillé 20e ministère sectoriel sur le leadership du Premier ministre. Nous avons ressorti 3 axes essentiels. D'abord, la formation, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat pour le premier axe, l'engagement civique et citoyen des jeunes pour le second axe et l'amélioration des conditions d'épanouissement des jeunes pour le troisième axe. Nous avons élaboré un programme Jeunes du gouvernement qui part de la période 2023-2025. Et ce programme Jeunes du gouvernement vise à impacter 1 500 000 jeunes en tout à l'horizon 2025 pour un peu plus de 1118 milliards de francs CFA. Pour la seule année 2023, l'objectif initial était donc d'impacter 700 000 jeunes dans les différents programmes autour des différents axes pour un budget d'à peu près 361 milliards de francs CFA. C'est la moyenne de ce budget ramené au jour qui ramène à 1 milliard par jour. Donc, ce n'est pas 1 milliard décaissé tous les jours. C'est la moyenne donc, des dépenses qui seront effectuées pour cette année de la jeunesse en investissement, en infrastructure, ramenées donc au jour, qui fait 1 milliard par jour. Sans rentrer dans le vif du sujet, on en parlera avec mes collègues, mais vous verrez, donc, dans l'exercice auquel vous nous soumettez, que nous avons largement dépassé cela en termes d'investissement dans les secteurs donc, qui touchent les jeunes, dans les infrastructures. Beaucoup de réformes qui ont été prises donc, pour faire évoluer la situation de nos jeunes et surtout beaucoup d'actions ont été menées pour impacter donc, notre jeunesse. On en parlera. Merci, Monsieur le ministre. Alors, cette émission va s'articuler autour de 3 points, 3 points principaux. Vos différentes réformes, Messieurs les ministres, les investissements dans les infrastructures et vos actions concrètes au profit des jeunes. On va maintenant suivre ce petit élément, cet élément que nous a préparé Siaka Kone de la direction des magazines d'information. 2023, année de la jeunesse. Une volonté affichée par le chef de l'État. Il entend ainsi donner plus d'opportunités à cette force vive de la population ivoirienne. Dès l'annonce dans son traditionnel discours à la nation le 31 décembre 2022, les différents ministères sectoriels ont pris leur bâton de pèlerin. Objectif, se conformer à la directive présidentielle. Le ministère de la promotion de la jeunesse, du service civique et de l'insertion professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, entre autres. Pour sa part, le ministère de la promotion de la jeunesse a entrepris des réformes majeures. L'instauration du statut étudiant-entrepreneur, l'adoption de la loi d'orientation sur la jeunesse et l'instauration du service civique. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation n'est pas resté inactif. Il a organisé les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation pour définir une boussole devant conduire aux réformes dans ce secteur. 4 axes majeurs ont été dégagés de ces assises, à savoir l'amélioration des apprentissages fondamentaux, la pertinence des programmes et la qualité de l'enseignement, et l'élargissement et l'encadrement de l'offre éducation non formelle, le développement du numérique dans le secteur éducatif. De ces axes principaux découlent 42 réformes et leviers transformateurs, au nombre desquels le recrutement régionalisé du concours d'entrée dans les CAFOP, l'adoption d'un système de contrats objectifs et de performance, l'ouverture des centres d'alphabétisation dans tous les établissements scolaires publics pour permettre à tous les jeunes hors du système éducatif d'avoir un accès équitable à l'instruction en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le recul de l'âge d'admission dans les CAFOP en 2023 pour donner plus de chances à la jeunesse d'accéder à la fonction enseignante. Les réformes entreprises au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique visent à offrir à la jeunesse estudiantine un mieux-être et de bonnes études. Ces réformes découlent essentiellement de la loi sur l'enseignement supérieur. Elles ont consisté pour l'essentiel à la suppression du tronc commun à l'université d'Anguia-Broga, la réforme du BTS, l'instauration des cours prépa, le contrôle continu et le système du tutorat. Le constat est clair. Des réformes à même de rendre plus reluisantes les conditions de vie et d'insertion sociale n'ont pas manqué au cours de cette année dédiée à la jeunesse ivoirienne. En termes de réforme, Madame le ministre, en termes de réforme chez vous au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nul doute que les États généraux de l'Éducation nationale sont en tête de liste.
Oui, merci. Merci. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation constituent pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation la boussole pour la transformation de l'éducation, la boussole pour l'amélioration de la qualité de la formation, la boussole pour l'encadrement des élèves, la boussole pour le renforcement des capacités des enseignants, la boussole pour une école de qualité. Désormais, on parle d'accès à l'école, on parle de maintien à l'école, on parle d'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Oui. L'accès à l'école, vous savez que l'éducation, c'est la base. C'est la base. C'est nous qui avons en main le capital humain. C'est nous qui formons le capital humain. Et donc, permettre à des milliers d'élèves d'accéder à l'école. D'où la question de l'accès. Mais pour accéder à l'école, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des infrastructures, il faut des enseignants, il faut des outils didactiques, il faut. Et une fois qu'on accède à l'école, on doit maintenant faire en sorte que le maintien se fasse. Donc il y a l'accès, il y a le maintien, éviter que les enfants sortent du système. Donc nous avons tout un programme pour le maintien des enfants dans le système scolaire et il y a également accès, maintien et réussite pour devenir quelqu'un, comme on dit. Donnez-nous quelques ingrédients. Comment vous allez faire en sorte que la grande majorité ait accès à l'école et comment vous allez les maintenir dans le circuit? Encourager l'accès à l'école, c'est d'abord les infrastructures. Faire en sorte, d'abord, la sensibilisation auprès des parents. Parce qu'il y a certaines zones où ce n'est pas encore... Pour des difficultés socio-culturelles, pour des barrières socio-culturelles, les enfants ne vont pas à l'école. Donc, il y a la sensibilisation auprès des parents pour amener les enfants à l'école. Et la Côte d'Ivoire a décidé, grâce à la politique de scolarisation obligatoire, de faire en sorte que tout enfant entre 6 et 16 ans ait accès à l'école. Accès à l'école, et nous avons donc une série d'infrastructures qui ont été construites pour favoriser l'accès de ces enfants à l'école. Nous avons des cantines, nous avons des bibliothèques, toutes choses pour encourager les enfants à venir à l'école. Qui parle d'élèves, qui parle d'écoliers, parle aussi d'enseignants, d'instituteurs. L'entrée au CAFOP, l'âge a été revu pour le concours d'entrée au CAFOP. C'était 36 ans, l'âge plafond. Oui. Nous sommes passés à 38 ans. À la faveur de l'année dédiée à la jeunesse, justement, au nom de l'équité, et aussi dans le souci d'accorder beaucoup plus de chance à la majorité, l'âge pour accéder au CAFOP est passé de 36 à 38 ans. C'est une faveur qui a été faite par le président de la République pour donner plus de chance à la jeunesse. Et l'engouement, il y en avait? Vous avez eu beaucoup de gens? L'engouement, il y en avait parce que l'année dernière, c'était 44 000 candidats. Mais quand on a poussé l'âge à 38 ans, c'était plus de 67 000 candidats. Vous voyez la différence? Plus de 67 000 candidats. Et parmi les admis, 1100 sont... Entre 36 et 38. Voilà. D'accord. Et c'est une exception. Aujourd'hui, nous avons tenté de faire venir quelques-uns de ceux-là parmi les admis. Et dans cette salle, parmi le public, il y en a un qui a bénéficié de ce déplafonnement. C'est Kwaku Nguessan Francis. Il est là, on va... D'accord, il a le micro. Présentez-vous, monsieur, et puis expliquez-nous comment cela s'est fait. Bonjour à tous. Je suis Kwaku Nguessan Francis, élève maître au CAFOP supérieur d'Abidjan. Et je voudrais axer mon témoignage sur trois points. Déjà, le premier point, c'est l'appel du président de la République lorsqu'il prônait l'année de la jeunesse. Et ça a été déjà une source de motivation pour moi. Et deuxièmement aussi, il y a eu le plafond de l'âge qui a été rallongé. Moi, j'ai 37 ans et j'étais bloqué. Et lorsque Madame la ministre, dans son appel, a déplafonné, je me suis alors présenté à ce concours. Mais il y a eu encore une autre source de motivation.
Ma source de motivation est partie du fait que Madame la ministre a dit que cette année, il n'y a pas de parrainage possible et que tous les méritants à ce prestigieux centre de formation seront donc les plus méritants. Voilà. Et moi, pour me donner de la chance, alors, je m'inscris au cours de préparation. Donc, je me forme. Au premier tour, je suis admis. Ensuite, lorsque je suis admis au second tour, je vais encore m'inscrire à nouveau pour le test psychotechnique. Et voilà qu'au résultat final, je suis admis. Il faut dire infiniment merci au président de la République, infiniment merci à Madame la ministre qui m'a permis d'avoir un emploi. Merci, merci. Kwaku Nguessan Francis, donc, qui a pu bénéficier de ce plafonnement. Tout comme lui, vous allez avoir droit à quelques témoignages dans cette salle qui sont dans le public. Ils ont pu bénéficier de certains programmes du PGGouv 2023-2025. Madame le ministre, dans le reportage précédent, le reportage que nous a présenté Siaka Kone, il y a deux concepts qui m'ont interpellé. Le recrutement régionalisé et le contrat d'objectifs et de performance. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que cela signifie? Le recrutement régionalisé, ça fait partie. Tout ce dont je parle aujourd'hui, ce sont des réformes qui découlent de la grande réforme des États généraux. Voilà, des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le recrutement régionalisé, c'est faire en sorte que désormais, nous puissions juguler la question des déficits. On constate qu'il y a engorgement, il y a de nombreux enseignants par endroit, notamment en milieu urbain, autour des grandes villes. Et puis en milieu rural, il y a déficit. Alors désormais, avec le recrutement régionalisé, on passe le concours dans la zone qu'on aura choisie et en fonction des places, en fonction du nombre de places, on est recruté et on reste dans la zone choisie. Quelques années. Quelques années, au moins 10 ans. Quand on a fini sa formation, on donne le district des Savanes. Et si je suis admise au concours à Korogo, je vais travailler à Bundiali, je vais travailler à Ferke, et ainsi de suite. Mais pour que je sorte de ce district, il faut un minimum de 10 ans. C'est pour vraiment nous aider à régler les questions de déficit. D'accord. D'enseignants. Allez-y maintenant avec le contrat d'objectifs et de performance. Et le contrat d'objectifs et de performance, ça c'est vraiment pour la qualité. Nous sommes dans une école, nous avons opté pour l'école de qualité. Et donc, c'est un outil de gouvernance. Faire en sorte, nous avons 41 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc, chaque directeur régional qui signe le contrat de performance s'engage à obtenir des objectifs. Et quand les objectifs ne sont pas atteints, on perd son poste et on est sanctionné. D'accord. Marquez-vous. Oui, Madame la ministre, les États généraux étant la boussole du domaine de l'éducation, j'ai envie de vous demander quel est le profil de l'élève nouveau et de l'enseignant nouveau en Côte d'Ivoire après les résultats des États généraux, et puis savoir un peu quelle est la situation des enseignants. On avait déploré un nombre important d'enseignants hors des classes qui étaient dans l'administration générale. Quelle est la situation de ces enseignants? Est-ce qu'ils reviennent en classe pour combler le déficit dont vous parliez tantôt? Alors, l'élève nouveau, l'enseignant nouveau, je crois que tout se résume dans le slogan et le thème de l'année que nous avons choisi depuis 3 ans. Soyons des citoyens responsables. L'élève nouveau, c'est celui qui est responsable. L'élève nouveau, c'est celui qui apprend ses leçons. L'élève nouveau, c'est celui qui ne triche pas. L'élève nouveau, c'est celui qui ne fraude pas. L'élève nouveau, c'est celui qui ne fait pas de congé anticipé. L'élève nouveau, c'est celui qui respecte son maître. L'élève nouveau, c'est celui qui respecte la République, c'est celui qui respecte les institutions, c'est celui qui respecte les aînés, c'est celui qui travaille en classe. Le maître nouveau, l'enseignant nouveau, c'est la même chose. C'est celui qui est formé, c'est celui qui donne le meilleur encadrement, c'est celui qui donne le meilleur de lui-même. C'est pour cela qu'avec les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, notre priorité numéro 2, c'est la valorisation de la profession enseignante. Faire en sorte que l'enseignant soit responsable, que l'enseignant aime son métier et que l'enseignant
respecte l'élève autant que l'élève le respecte, pour donner de bons résultats, puisque je vous ai parlé de formation du capital humain. Et justement, vous êtes... des enseignants hors classe? Et la question des enseignants hors classe, c'est une question réelle. Nous avons 10% d'enseignants qui ne sont pas dans les classes. C'est l'objectif du recrutement régionalisé. Parce qu'on avait constaté, certains enseignants passent le concours pour entrer au CAFOP, et puis dès que la formation finit, la même année ou 1 ou 2 ans après, on veut venir à Abidjan, on veut aller dans une administration, mais ça, avec le recrutement régionalisé, c'est terminé. D'accord. Vous parliez des priorités tout à l'heure. Vous avez évoqué la deuxième priorité, la valorisation de la profession enseignant. Il y en a 4, les priorités après les États généraux. Dites-nous-en un peu plus. La première des priorités, qui est vraiment la porte d'entrée, c'est l'amélioration des performances. Et des apprentissages. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte que nous ayons le niveau réel des enfants. Que les enfants sachent lire, écrire, compter. Quand on dit qu'on est au CP1, le CP1, c'est un certain nombre de connaissances, ainsi de suite, jusqu'au CM2 et au-delà. Donc, ça, c'est cela l'amélioration des apprentissages, qui nous amène d'ailleurs à modifier actuellement les curricula pour les adapter au contexte national et au contexte international. C'est la première des priorités. D'accord. La deuxième, vous l'avez donnée, la valorisation de la profession enseignant, mais en 3, on a la question de l'alphabétisation non formelle. Il y a une question cruciale. Nous avons un taux d'analphabétisme de 47%. Donc nous devons faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens, quand on parle d'insertion socio-professionnelle, il faut que le maximum d'Ivoiriens sachent lire, écrire, compter. Et nous avons donc, par rapport à cette troisième grande priorité, nous avons ouvert des centres d'alphabétisation. Initialement, c'était ça. Mais à la faveur de l'année de la jeunesse, toutes les salles de classe deviennent des centres d'alphabétisation quand l'école est terminée. Pour donner le maximum de chances, donner plus de chances, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une deuxième chance. Et lutter contre... On n'a pas eu la chance d'aller à l'école, ou bien on allait à l'école, mais on est sorti plus tôt. Alors, pour lutter contre l'exclusion, au nom de l'équité, toutes les salles de classe deviennent donc des centres d'alphabétisation. C'est là que les structures confessionnelles sont un peu prises en compte aussi? Les structures confessionnelles, c'est autre chose. Le programme que nous avons avec les structures confessionnelles, initialement, ce sont des structures confessionnelles islamiques. Je vais parler des structures islamiques. Ce sont des structures qui font l'enseignement de la langue arabe, qui font l'apprentissage de la religion, mais qui ne prenaient pas en compte le système formel. Donc, nous ne voulons pas marginaliser des Ivoiriens. D'accord. Quelle que soit la religion, quel que soit le groupe ethnique, quel que soit vraiment... Il faut que tous les enfants bénéficient de la même formation sur le territoire national. Et donc, c'est pour lutter contre l'exclusion, lutter contre la marginalisation que nous avons fait en sorte que presque plus de 3000 structures islamiques ont pu intégrer le système formel. Et cela, grâce à des subventions, grâce à des formations. Un enfant qui a fait une école coranique peut passer le CEPE, peut passer l'entrée en 6e et devenir un cadre dans l'administration nationale. Et dernière priorité, l'éducation numérique. L'éducation numérique. Alors là, c'est une de nos priorités, la quatrième donc, la digitalisation vient compléter les outils didactiques que nous avons. Nous sommes à l'ère du numérique. Aujourd'hui, quel que soit le lieu où se trouve un enfant ivoirien, il doit pouvoir apprendre à lire, à écrire et à compter via le numérique. Il doit pouvoir s'informer, se former. Il doit avoir la possibilité de s'ouvrir sur le monde, bien sûr, avec des balises. Marquez-vous une autre question à Madame le ministre sur les réformes? Oui, sur les réformes, c'était justement de revenir, tu l'as dit avant moi, de la réforme numérique. C'était pour dire de façon pratique, Madame, comment ça se ressent, comment la formation numérique au niveau de la Côte d'Ivoire. De façon pratique, voilà. Nous avons sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas encore dans toutes les villes, nous avons des centres multimédia dans les établissements. Pour régler, par exemple,
la question du déficit en enseignant de mathématiques, parce que le déficit est crucial. Un enseignant de mathématiques, via visioconférence, via le numérique, peut donner la formation à des milliers d'élèves, ce qui n'est pas possible quand c'est en présentiel. Voici un exemple concret. Merci beaucoup, Madame le ministre. Et puis, Madame le ministre, désormais, il y a une évaluation systématique des établissements privés aussi, qui fait partie des réformes. On va terminer là-dessus. L'évaluation systématique est une de nos réformes, une de nos grandes réformes, parce que, initialement, dès qu'un établissement privé avait un agrément de création, d'ouverture ou d'homologation, l'établissement se contentait de recevoir les élèves et c'est tout, pas d'obligation. Nous voulons qu'il y ait la redevabilité. Et au nom de la redevabilité, l'agrément qu'on a en début d'année, on peut perdre l'agrément si on ne paye pas ses enseignants, si on n'atteint pas le quantum horaire, si. Il faut remplir des conditions, certaines conditions, pour pouvoir maintenir son accréditation. C'est bien compris. Et tout cela, c'est au nom de la qualité de la formation, parce que l'État, ne pouvant pas, pour l'instant, recevoir tous les élèves, des élèves sont envoyés dans le privé et nous avons un droit de regard sur la qualité de la formation dans le privé. C'est cela. Donc, les établissements privés seront donc systématiquement soumis à un contrôle. Merci beaucoup, Madame le ministre, sur les réformes concernant votre secteur. Je vais me tourner à présent vers le ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre Diawara, ce sera le même exercice. Chez vous, la réforme phare, c'est la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et l'innovation. Déjà, qu'est-ce qui a motivé le vote d'une nouvelle loi? Merci pour la question. Effectivement, depuis le 22 mai 2023, nous avons une nouvelle loi, numérotée d'ailleurs loi numéro 2023-429, donc du 22 mai 2023, portant sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et cette nouvelle loi, nous l'avons élaborée et ensuite elle a été adoptée successivement au Conseil des ministres, à l'Assemblée nationale, au Sénat, avant d'être promulguée par les chefs de l'État, simplement parce qu'elle prend la relève d'une ancienne loi qui date de 1995, la loi du 7 septembre 1995 sur l'enseignement, qui a d'ailleurs été modifiée le 17 septembre 2015 pour y introduire ce qu'on appelait la PSO, dont Madame la ministre vient de parler, c'est-à-dire la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Mais il se trouve que cette loi, pour notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, comportait un certain nombre de limites. Alors la première limite, c'est le fait que cette loi, comme elle ne faisait pas allusion au volet recherche-innovation, elle n'établissait pas cette interdépendance nécessaire entre le couple recherche-innovation et sa matrice qu'est l'enseignement supérieur. Premier problème. Et deuxième problème, c'est que cette loi qui date de 1995, même si elle a été légèrement modifiée en 2015, mais pour y introduire simplement la PSO, cette loi ne répondait plus aux enjeux du sous-secteur. Les enjeux du sous-secteur qui sont multiples, qui sont liés à la mutation de notre écosystème de toute façon. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons dû prendre une nouvelle loi. Une nouvelle loi qui a été promulguée donc, cette année. Et avant de nous donner les points importants de cette loi, je voudrais que vous nous rappeliez les problèmes systémiques de votre secteur, Monsieur le ministre. Les problèmes systémiques, il y en a quand même pas mal. C'est vrai qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que... Les gros, les majeurs. Oui, bien sûr. Depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, je crois que ces problèmes systémiques sont en train d'être réglés petit à petit. Néanmoins, je peux les citer. On a d'abord, comme premier problème systémique, l'insuffisance de la capacité d'accueil dans le supérieur public, notamment dans les universités publiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, sur les 293 610 étudiants que nous avons, 53% sont dans les universités et grandes écoles publiques, mais les 47% restants sont dans les universités et grandes écoles privées, ce qui demande à l'État beaucoup d'efforts budgétaires en termes de paiement des frais de scolarité. Si je prends par exemple cette année, nous sommes à 40,2 milliards à payer comme frais de scolarité au privé. Ensuite, le deuxième problème systémique, c'est l'absence, ou disons l'insuffisance d'enseignants dans certaines spécialités. Je dirais même dans certaines disciplines, avant de parler des spécialités. Notamment en mathématiques, ça a été abordé tout à l'heure par Madame la ministre. Je peux vous assurer qu'au niveau du supérieur, c'est pareil. Il nous arrive parfois d'ouvrir des postes budgétaires pour recruter des professeurs, enfin des enseignants de mathématiques. Bon, soit il y a
les matières scientifiques. Il n'y a pas que les mathématiques. Hein. Il y a les mathématiques, ensuite il y a la physique, il y a l'informatique, il y a d'autres matières telles que la fiscalité et autres. Mais les mathématiques et la physique viennent en tête, c'est clair. Nous ouvrons des postes budgétaires et soit on n'a pas de candidats, ou quand on en a, il n'y en a pas suffisamment par rapport au nombre de postes budgétaires. Donc ça, c'est notre deuxième problème systémique. Un dernier, bon, il y a la faiblesse du rendement interne de nos systèmes, c'est-à-dire la faiblesse des taux de réussite aux examens, il y a la faiblesse du taux d'insertion professionnelle de nos diplômés, il y a l'insuffisance, j'aurais dit, comme vous me dites un dernier, sinon il y en a quand même pas mal. Oui. Il y a notamment, je vais prendre le volet recherche, parce qu'il ne faut pas rester seulement sur les segments enseignement supérieur. Il y a l'insuffisance de valorisation économique des résultats de la recherche, et qui est lié en partie à l'insuffisance du financement de la recherche scientifique. On va prendre, Monsieur le ministre, quelques-unes de vos réformes majeures et vous allez nous en expliquer le contenu. Oui. Maintenant, par exemple, il y a de nouvelles conditions d'admission dans les cités universitaires. Quelles sont ces conditions et pourquoi ce changement? Bon, il n'y a que quelques conditions qui vont changer. Ce n'est pas la totalité. Hein. C'est pas la totalité. D'abord, au niveau des critères d'éligibilité. La première chose, il faut être inscrit, régulièrement inscrit, pas ce que nous on appelle une inscription pédagogique dans une UFR, mais non une inscription académique à la scolarité centrale dans une université, ou ça peut être une université ou une grande école, publique ou privée, qu'importe, mais il faut être régulièrement inscrit. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il ne faut pas être en formation continue. C'est-à-dire que les étudiants qui accèdent, par exemple, je prends un bachelier qui rentre à l'université, qui est en formation initiale, si au bout de 2 ans, il n'arrive pas à valider l'un des 2 semestres de son niveau d'études, il bascule de ce qu'on appelle la formation initiale vers la formation continue. Donc, un étudiant qui est en formation continue n'aura plus accès à nos cités. Parce qu'il faut éviter quand même d'accorder une prime, j'aurais dit, à la médiocrité. Et surtout éviter la sédentarisation de nos étudiants. Il y a une nouvelle méthodologie dans l'attribution des bourses également. Bon, OK. Une nouvelle méthodologie, non. En fait, il faut que ce soit clair. Hein. Ce qui se passe, c'est que par le passé, si on prend par exemple les bourses hors Côte d'Ivoire, il se trouve qu'il y a des étudiants qui étaient en licence 1, en bachelor et autres, qui avaient accès à la bourse. Et nous avons mis un terme à cela. C'est clair, la bourse, c'est uniquement pour les masters 1 et 2 et pour les doctorats 1, 2, 3. Pour tout ce qui est bachelor, ou si vous voulez licence 1, licence 2, licence 3, vous ne pouvez avoir que le secours financier. Vous ne pouvez pas être éligible pour la bourse. Donc, c'est de nouvelles dispositions que nous prenons tout simplement. Le BTS, il va subir une réforme en profondeur même. Actuellement, nous sommes à 33 filières, je crois, Monsieur le ministre. Exactement. Et pourtant, elles ne sont pas toutes utiles. Bien sûr. Bon, le mot utile, bon, je ne vais pas quand même utiliser le mot utile, mais disons qu'il y en a qui ne sont pas porteuses en termes d'emploi, tout simplement. Effectivement, on a 10 filières tertiaires et 23 filières industrielles, mais il se trouve que certaines filières ne sont pas porteuses en termes d'emploi. C'est-à-dire que le taux d'insertion professionnelle des diplômés sortant de ces filières-là est très, très bas. Alors donc, du coup, nous avons demandé à réformer notre BTS, tout simplement. Et actuellement, sur le financement de la Banque mondiale via ce que nous on appelle le PADES, c'est-à-dire le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, nous sommes en train de réformer le BTS. Et cela consiste à faire quoi? D'abord à regarder les 33 filières, on fait un diagnostic, on regarde les filières qui ne sont pas porteuses d'emploi, on va les supprimer tout simplement. Quant aux filières qui sont porteuses d'emploi, attention, le fait n'est pas de dire, il ne suffit pas de dire qu'elles sont porteuses d'emploi et puis basta. Non, on va regarder les curricula et on va réviser les curricula de ces BTS-là simplement pour faire en sorte que le profil de formation acquis au terme du BTS soit en adéquation avec le profil de compétences recherchées sur le marché de l'emploi. Donc voilà en quoi est-ce que ça va consister. Et d'ailleurs, cela va se faire en accord avec le partenariat, notamment les 13 branches professionnelles, évidemment. C'est ça. Et la question s'étend un peu aussi au niveau des universités, hein, avec une révision des curricula. Exactement. Et actuellement, nous avons un financement du CDD, le contrat de désendettement et de développement, avec l'AFD français. On a, sur les 13 branches professionnelles, il y a 3 qui sont actuellement en restructuration du curricula, via donc, comme je l'ai dit, le financement CDD avec le CNAM de Paris, le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, en coordination d'ailleurs avec l'INPHB de Yamoussoukro. Donc on va finir de réviser les curricula dans ces 3 branches professionnelles et après, on va généraliser sur les 10 autres.
Donc c'est un processus qui est en cours. L'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que le profil de formation soit débouche sur un profil de compétences qui est en adéquation avec ce qui est recherché sur le marché de l'emploi. Tout ça pour faire en sorte que nos diplômés puissent s'insérer facilement sur le marché de l'emploi. Le secteur de la restauration, lui aussi, a subi une réforme, a connu une réforme. Ce n'est pas tant une réforme, ce n'est pas une réforme en tant que telle. Ce qui va se passer, c'est que nous, à un moment donné, on a estimé que dans les restaurants universitaires, certains plats sont de qualité, j'aurais dit, pas élevée. Alors, on s'est dit qu'il faut faire en sorte que les étudiants qui vont dans les restaurants universitaires aient des plats de qualité. Mais le problème, c'est que cela aurait nécessité une augmentation de la subvention étatique accordée pour la restauration. Mais il se trouve que les contraintes budgétaires sont telles qu'il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends le bilan de 2023, nous sommes à 16 72 000 à peu près plats servis pour une subvention qui est aux alentours de 8 milliards. Alors donc, il ne faut pas pousser trop loin le bouchon parce qu'on est dans une période de contraintes budgétaires. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on va trouver un mécanisme interne pour faire de l'économie sans avoir à aller demander une rallonge budgétaire au ministre en charge du budget. Et cette économie va nous permettre d'augmenter la subvention sur les plats servis aux étudiants et donc augmenter la qualité des plats. Donc tout est une question j'aurais dit, d'astuce interne. Voilà. Ça marche. Marquez-vous si vous avez une question avant qu'on parte retrouver Régis Kofi. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, dans vos réformes, il figure en bonne place la limite des échecs, en fait, la lutte contre les échecs. D'où les cours de remise à niveau avant les études universitaires. Cela m'amène justement à remblayer sur la question du tronc commun qui a été supprimé. Vous avez supprimé le tronc commun. Il y avait quel besoin à supprimer le tronc commun? Et la deuxième chose, les étudiants qui étaient déjà en situation de tronc commun, que sont-ils devenus après la prise de la décision? Merci pour la question. Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais comme on le dit chez nous, la répétition est une vertu pédagogique. Alors, ce qui se passe, c'est que le tronc commun, effectivement, existe depuis l'année universitaire 1993-1994. Mais au constat, on s'est rendu compte d'un certain nombre de problèmes systémiques. Alors, le premier problème, c'est que le taux d'échec était très élevé au niveau du tronc commun, ce qu'on appelle les PSS, École préparatoire aux sciences de la santé. Le taux de réussite était très bas. Moi, je prends par exemple l'année 2020-2021, on a eu un taux de réussite de 13,46%, ce qui est énorme en termes de gâchis de ce que nous on appelle les années étudiantes, donc en termes de déperdition du financement étatique. Et sans oublier que cela même, la deuxième chose que je vais évoquer, explique en partie la première dont je viens de parler. La qualité de la formation laissait à désirer, dans la mesure où vous voyez 2400 étudiants, même si vous les scindez en 2 amphis, pour des amphis qui ont une capacité d'accueil d'environ 1000 étudiants, autant dire que les amphis étaient très bondés. Et du coup, vous avez certains étudiants qui sont obligés de s'asseoir dans les allées ou d'être debout derrière, et dans des conditions compliquées. Du coup, évidemment, cela a un impact négatif sur l'apprentissage. Deuxième volet donc de sa question, que vont-ils devenir, ceux qui étaient encore, qui étaient encore dans le circuit? Bon, enfin, je signale que sur la première question, il y a quand même d'autres raisons qui ont motivé la suppression de l'EPSS. Voilà, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, la faiblesse du taux de réussite, les conditions d'études qui n'étaient pas bonnes. Et le grand nombre d'étudiants dans les salles. On n'arrivait pas à faire des travaux dirigés ni des travaux pratiques, ce qui est de nature quand même à dégrader la qualité de la formation, parce que c'est une formation scientifique. S'il n'y a pas de TD, il n'y a pas de TP, évidemment. C'est un impact négatif sur l'apprentissage. Et sans oublier les conditions catastrophiques dans lesquelles les étudiants étudiaient, j'en passe. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux qui ne sont pas admis au concours de l'EPSS cette année? Mais on leur a offert maintes possibilités. La première possibilité, c'est simple, c'est que les universités, les autres universités publiques, leur ont accordé un certain nombre de places. Donc vous avez certains étudiants qui ont pu aller, par exemple, à l'université Félix-Houphouët-Boigny, soit à l'UFR Sciences Éco, soit à l'UFR Biosciences. Il y en a qui sont restés à l'université Nangui à Brogoua, par exemple, à l'UFR Sciences de la Nature. Et sans oublier que d'ailleurs, pour ceux qui ont échoué, je signale qu'il y a une partie, notamment 140, que nous avons choisi comme redoublant à l'EPSS, s'ils ont le bac 2022, parce que comme là-bas, il n'est pas question de faire de la formation continue. Et donc, on leur a trouvé des points de chute dans les différentes universités publiques. Ils n'ont pas été abandonnés
en cours de chemin. Merci, Monsieur le ministre. On va retrouver Régis Kofi qui a 2-3 petites questions pour Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et Madame le ministre de l'Éducation nationale. Régis Kofi, c'est à vous. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Monsieur Franck Kwasi à Korogo nous fait remarquer que l'an dernier, le ministre en charge de la jeunesse a annoncé l'ouverture de plusieurs centres de services civiques. On devrait en avoir 14 cette année. Qu'en est-il? Et quels sont les changements que ces centres ont apportés aux jeunes? 1 milliard par jour pour la jeunesse, annoncé par le président de la République. Quelle part pour la formation? Et au-delà de tout, comment voir les traces de cette somme? C'est la question de Mme Dosso-Fanta. Monsieur Annie Joël nous appelle de Yamoussoukro. Sa question adressée à Mme la ministre de l'Éducation nationale sur 1 milliard. Qu'est-ce qui a été fait pour le primaire? Il nous apprend qu'en tant qu'enseignant, il n'a pas constaté grand changement, Madame la ministre. Et puis, une dernière question qui vient de nous parvenir. Les centres d'animation d'alphabétisation sont-ils subventionnés? La question est de Monsieur Kanté Timoko à Boaké. Voilà, c'est tout pour cette première vague. Monsieur le ministre de la Jeunesse, c'est clair que parmi toutes ces questions, il y en a qui allaient être abordées dans d'autres axes de notre émission, mais allez-y, les questions vous sont posées. Non, moi, je vais quand même revenir sur les réformes. Au niveau et en lien avec la question qui a été posée, nous avons une réforme importante sur le service civique. C'est la loi sur le service civique. Et de cette loi a découlé, donc, en juin 2023, le décret sur le service civique. Alors, pour répondre concrètement à la question, la loi sur le service civique vient consacrer la volonté du chef de l'État à amplifier le dispositif service civique national. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes de civisme, de prise en main, la problématique de la prise en main de ces jeunes, la resocialisation de ces jeunes, etc. Sur la période 2018-2022, c'est autour de 2600 jeunes qui ont été pris en charge dans les centres de service civique. Mais avec les nouvelles dispositions qui sont prises, et surtout avec les investissements massifs qui vont se faire, à terme, c'est 14 centres de service civique à l'horizon 2025 qui seront construits. Et chaque centre de service civique aura une capacité d'accueil de 1000 jeunes par an. Ça veut dire qu'on quitte sur une moyenne d'à peu près 900 jeunes par an. À l'horizon 2025, nous serons donc à 14 000 jeunes par an qui seront traités dans les centres de service civique. À date, le centre de service civique de Boaké a été totalement construit. La première cohorte de jeunes, les 500 premiers jeunes qui ont été dans ce centre, ont fini leur formation et poursuivent leur stage actuellement. Nous avons le centre de service civique de Daloa, d'Adzopé et de Korogo qui sont en cours de construction. Et donc, les 10 autres centres de service civique seront donc construits cette année, enfin, en 2024. Ce qui fera qu'au plus tard, fin 2024, nous aurons les 14 centres de service civique avec 14 000 jeunes pris en charge par an. D'accord. Autre question à Madame le ministre, cette fois, l'enseignant qui dit n'avoir pas vu beaucoup de choses durant cette année. Mais pour l'année 2023, l'enseignant du primaire ne peut pas dire cela dans la mesure où la première grande action qui a été menée par le président de la République en faveur de la jeunesse pour l'éducation de base pour le primaire, c'est 2000 postes supplémentaires pour le CAFOP. 2000 postes supplémentaires pour le CAFOP, qui est le centre qui nous permet de former des élèves maîtres, former donc des enseignants qui vont s'occuper de notre capital humain. Il y a donc ces 2000 postes. Il y a également les renforcements de capacités par rapport à la pédagogie, par rapport aux évaluations, par rapport à la gouvernance. Tout ça, ce sont des formations, des actions concrètes qui sont menées
Nous allons y revenir plus auprès des longuement enseignants. tout à l'heure. Nous allons y revenir vraiment plus longuement dans un autre pan de cette émission. Monsieur le ministre, pour finir avec votre secteur, avant d'attaquer les réformes au niveau du ministère de la Promotion de la Jeunesse, il faut savoir que les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui sont appelés désormais à faire valoir leurs droits à la retraite pourront rester 2 années supplémentaires, renouvelables pour certains d'entre eux, encore sur le campus. Effectivement, il s'agit de l'une des dispositions, j'aurais dit phare pour les enseignants, chercheurs et chercheurs, de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, en ce sens que dans 2 articles de cette loi, il est dit que les enseignants chercheurs d'un côté et les chercheurs de l'autre, qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, peuvent éventuellement demander à rester dans notre dispositif. Mais attention, une chose est de demander, mais une autre chose est que l'institution d'attachement accepte de les garder en sachant qu'elles en ont encore besoin. Et avec argument, en ce moment, l'institution envoie un dossier au ministère avec une argumentation à l'appui. Et en ce moment, le ministère, si le ministère juge recevable l'argumentation qui est déployée, en ce moment, le dossier est transmis au comité restreint, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe donc, que l'enseignant soit de rang A ou de rang B, il peut donc bénéficier de 2 années complémentaires en restant dans le dispositif. Mais ces 2 années, cette période de 2 ans n'est renouvelable que si l'enseignant est de rang A. S'il est de rang B, il ne peut bénéficier que de 2 ans. S'il est de rang A, ça peut être renouvelé. Mais évidemment, c'est pour les matières là où il y a vraiment besoin. Je vous signale que cette année, par exemple, il y a 56 demandes que nous avons reçues. Il n'y a que 14 qu'on a validées. Donc évidemment, en tête, c'est ceux qui sont enseignants en maths ou en physique. Voilà, c'est clair. Merci, Monsieur le ministre. Et puis, on va donc s'adresser à présent au ministre de la Promotion de la Jeunesse. Maquillez-vous avec ta permission. Sans oublier, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, que les étudiants doivent désormais s'attendre à des devoirs, des interrogations, comme au lycée. C'est une de vos réformes. Un petit mot là-dessus avant qu'on passe. Oui, cela est fait simplement pour que le rendement interne de notre système, c'est-à-dire les taux de réussite, soit élevé, parce que je peux vous assurer que parfois nous avons des taux de réussite qui sont très bas dans nos universités publiques. Simplement parce que quand l'étudiant atteint la fin des cours d'un semestre pour aller composer une seule fois, un accident de parcours peut arriver et puis c'est la catastrophe au niveau des résultats. Donc nous avons institué un contrôle continu avec des interrogations écrites pendant les travaux dirigés qui vont compter pour 10%, des devoirs de week-end qui vont compter pour 30% et l'examen de fin de semestre qui va compter pour 60%. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Diawara, il y a aussi le statut de l'étudiant entrepreneur qui est mis en œuvre conjointement par votre ministère et le ministère de M. Mamadou Touré. Expliquez-nous cela, Monsieur le ministre. Écoutez, c'est une réforme importante entreprise par nos 2 départements ministériels. L'idée, c'est d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes dès les premières années d'études universitaires. Donc, en lien avec mon collègue Diawara, nous avons instauré donc cette réforme qui permettra, dès la première année, à un étudiant donc, de poursuivre donc, son projet, de construire son projet, de structurer son projet, et son projet devient un élément clé dans son parcours professionnel. De telle sorte que le jeune n'attend plus de finir ses études avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais dès l'entame de ses études, le jeune est encadré et est formé en termes d'accompagnement vers l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, ce jeune aura accès donc, à tous les guichets qui sont mis en place par le gouvernement pour bénéficier donc, de financement à la fin de ses études. Et vous également, dans votre département, il est question d'une loi, la loi de l'orientation sur la jeunesse. C'est une loi importante. Vous savez, c'est la première loi de ce genre. Hein. Nous avions des lois sur les associations, nous avons des textes, des décrets arrêtés. Aujourd'hui, toutes les questions qui touchent les jeunes se retrouvent dans une loi qui traite la question de la jeunesse sur toutes ses dimensions. Éducation, formation, emploi, participation des jeunes, à la chose publique, représentation des jeunes dans les instances de prise de décision, la protection des jeunes, le devoir des jeunes, la nécessité par exemple pour des jeunes donc de consacrer une partie de leur temps à des actions communautaires en faveur donc, de leur pays, etc. Donc cette loi d'orientation est une
est une innovation, donc fait partie des textes majeurs qui ont été adoptés en cette année de la jeunesse. Au niveau du service civique, il y a également des nouveautés, mais vous en avez parlé. Vous avez parlé des nombreux décrets qui ont été pris dans ce sens. Et puis au ministère de l'Enseignement technique, il y a eu également des réformes. Je pense entre autres à la réforme sur le parcours de la formation professionnelle. Oui, d'abord il y a la loi sur l'enseignement technique, mais il y a aussi le décret relatif au CQP, qui est donc le certificat de qualification professionnelle, qui permet donc de sanctionner des études de certains jeunes. Et toutes ces réformes visent essentiellement à l'amélioration de l'employabilité des jeunes issus de notre système d'éducation et de formation. D'accord. Il y a aussi la valorisation des acquis et d'expérience. Il n'y a pas moins de 4 décrets qui ont été pris cette année dans le secteur de... Ce qu'il faut retenir, Hamza, c'est que, et on en parlera, l'année de la jeunesse, ce n'est pas seulement les infrastructures, ce n'est pas seulement les actions, mais c'est aussi énormément de réformes qui font évoluer donc, les questions de jeunesse dans notre pays sur le plan éducation-formation, sur le plan employabilité, etc., sur le plan de développement de ces jeunes. Donc l'année de la jeunesse, c'est aussi toutes ces réformes qui ont été prises par nos différents départements ministériels. Bien sûr, et donc aujourd'hui nous avons le secteur éducation-formation avec nous. D'autres émissions suivront avec quelques-uns des autres ministères concernés. Marquez-vous une question au ministre de la Jeunesse avant qu'on passe à l'axe 2 de notre émission. Monsieur le ministre, l'objectif de toutes ces réformes en direction de la jeunesse, c'est sans aucun doute l'employabilité. Quelle est la situation, quel est le point aujourd'hui, depuis toutes ces réformes dans cette année 2023, des jeunes qui ont pu avoir un emploi, je dirais un emploi définitif ou un emploi intermédiaire, mais ceux qui ont pu avoir un emploi? Parce que c'est le véritable problème aujourd'hui des jeunes. Alors, si je regarde les statistiques sur les emplois formels qui ont été créés cette année, nous sommes à 29 694 emplois qui ont été créés, dont 99 843 dans le secteur privé, et 29 843 au niveau donc, du secteur public. J'appelle secteur public tous ces jeunes qui ont bénéficié donc, de concours, qui ont été admis au concours, par exemple, au niveau de l'éducation nationale. 7 000 jeunes admis au concours d'instituteurs, là où nous avions par le passé entre 5 et 6 000. Vous avez les concours au niveau les concours de police. Vous avez les concours à l'INS. Donc au niveau du public, nous avons 29 848 jeunes cette année qui ont pu avoir un emploi. Au niveau du secteur privé, c'est 99 846 jeunes qui ont pu avoir un emploi. Cela n'intègre pas ceux qui ont été accompagnés vers l'entrepreneuriat. Un peu plus de 81 000 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement par les différents ministères sectoriels vers l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu ce que je dis. Alors les 129 694 jeunes cette année qui ont pu avoir un emploi, cela est largement au-dessus donc, de la moyenne que nous avions ces 10 dernières années. Parce que nous tournons autour de 100 000 emplois formels créés chaque année. Là, nous sommes à 129 000 créés à l'occasion de cette année donc, de la jeunesse par le secteur privé. Cela a été rendu possible à travers donc, toutes les réformes qui ont été entreprises, l'assainissement du milieu des affaires, l'incitation en faveur de l'embauche des jeunes. Et vous savez que l'annexe fiscale cette année accorde beaucoup de crédits impôts à des entreprises qui soit embauchent des jeunes, forment des jeunes ou prennent des jeunes en apprentissage donc en leur sein. D'accord. Allez-y. Je voulais vous lancer, monsieur le ministre, très rapidement. Un jeune qui passe un concours, je dirais le concours de police ou de gendarmerie, qui fait passer un concours, en quoi est-ce que l'État apporte une plus-value, par exemple, à son entrée, à sa réussite dans ces concours-là, pour que vous les comptabilisez parmi ceux à qui on a trouvé? D'abord parce que c'est l'État qui organise, parce que c'est l'État qui embauche. Les fonctionnaires donc, sont embauchés par l'État. Et c'est l'État qui définit les poches budgétaires chaque année, et c'est l'État qui décide le nombre de personnes embauchées. Ce que Mme la ministre de l'Éducation nationale a dit, c'est que nous avons en moyenne, au niveau donc, des instituteurs, 5 000 jeunes qui étaient embauchés par l'État chaque année. À la faveur de l'année de la jeunesse, l'État a décidé d'embaucher 7 000, 2 000 en plus pour montrer un peu donc, cette volonté non seulement de régler le problème des déficits d'enseignants, mais donner beaucoup plus d'opportunités à des jeunes comme celui qui vient de parler, qui grâce donc à ces réformes et à ces initiatives a pu décrocher son premier emploi et aujourd'hui en formation. On va à présent s'intéresser aux infrastructures, celles qui ont été réhabilitées et celles qui ont été construites dans le cadre de l'année de la jeunesse. Mais avant d'y arriver, on va suivre cet élément signé une fois de plus Siaka Kone de la direction des magazines d'information.
Les ministères sectoriels, en plus des différentes réformes, ont fait pousser des terres, des infrastructures dans leurs départements respectifs. Objectif, favoriser l'épanouissement social, économique et intellectuel de la jeunesse ivoirienne, une priorité nationale pour l'année 2023. Les infrastructures ont pu voir le jour à des rythmes accélérés. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, on a pu constater la réhabilitation et la construction de plusieurs CAFOP. La construction en cours des lycées d'excellence des jeunes filles avec internat, de même que des lycées mixtes et plusieurs collèges de proximité. Au niveau du ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, un centre de service civique a vu le jour à Boaké et 3 autres en cours de construction à Daloa, à Zopé et Korogo. Des agoras ont été construits et d'autres sont encore en chantier. Des instituts de formation féminine sont en voie de réalisation. Concernant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en plus des universités généralistes, des universités thématiques en rapport avec les potentialités économiques des localités sont sorties des terres. On y trouve des commodités adéquates. Il s'agit de l'université de Mans, l'université Lorugnon Guédé de Daloa, l'université de Bangoukou, le dernier né. Toujours au compteur des infrastructures, des amphithéâtres, des salles de TD, des TP, des cités universitaires et des bibliothèques ont été construits ou réhabilités au cours de l'année 2023. Au final, 2023 a vu la réalisation de nombreuses infrastructures avec des équipements de pointe pour une éducation, mais surtout une formation de qualité destinée à la jeunesse. Merci, Siaka Okone. Monsieur le ministre, Monsieur Touré, il y a des centres de services civiques, vous en avez parlé, c'est à mettre à votre actif, mais il y a aussi les guichets emploi dont il faut qu'on parle. Non, moi, je veux parler de façon plus globale. Si on parle d'infrastructures de jeunesse, c'est vrai, il y a les guichets emploi qui sont ouverts, une quinzaine, ouverts donc dans les établissements, que ce soit au niveau donc, de l'enseignement supérieur ou au niveau donc, de l'enseignement technique. Nous avons les centres de services civiques, j'en ai parlé déjà rapidement. Nous avons 4 centres de services civiques qui sont soit construits dans celui de Boaké ou en cours de construction. Vous avez aussi, même si cela ne relève pas de mon secteur, les agoras pilotés par mon collègue au niveau donc de DL Sport. Nous avons 8 agoras qui sont en cours de construction. C'est quoi les agoras? Ce sont des espaces où des jeunes peuvent donc soit faire du sport, faire des formations en entrepreneuriat, faire des activités culturelles. L'Agora d'Abobo a été inaugurée et nous avons Guiglo, nous avons Dimokro, nous avons Atekoubé, Yopougon, etc., Touba, Bundiali, où les Agoras sont en cours de construction. Donc dire que l'année de la jeunesse, c'est aussi donc, des investissements dans les infrastructures. Il était prévu initialement 99 milliards donc, pour les infrastructures, mais nous sommes largement donc, au-delà donc, de ces ressources. Parce qu'à côté des agoras, vous avez les piscines olympiques de Bingerville, d'Atekoubé, Yopougon, Abobo, etc. Donc, énormément d'infrastructures en cours de construction. Vous avez 15 établissements donc, de formation professionnelle. Donc, 9 établissements en cours de construction. Je peux citer donc, les lycées professionnels des BMP, Diabo, Botro, Kong, Yamsokro, Yopougon, Dabakala, et vous avez 6 donc, écoles de formation professionnelle qui sont en réhabilitation. Donc, énormément de ressources ont été investies justement pour, dans le domaine de la formation, pour permettre donc, à des jeunes d'avoir donc, des espaces où ils peuvent se former et s'épanouir. Tout à fait. Et chez vous, Madame le ministre de l'Éducation nationale, plus d'une dizaine de CAFOP ont été réhabilités. Il y en a même 2 ou 3, peut-être, qui sont en construction dans de nouvelles villes. Ben chez nous, au ministère de l'Éducation nationale, en termes d'infrastructures, on peut citer la réhabilitation de 14 CAFOP, la construction de 2 nouveaux CAFOP. Je pense à Anyama. Anyama, Bundiali. Oui, Bundiali. On peut citer également la construction de 10 lycées d'excellence pour jeunes filles avec internat pour rapprocher les parents, pour régler les questions de dépravation, améliorer la formation des jeunes filles. 10 lycées, donc. Des lycées d'excellence. D'excellence pour jeunes filles avec internat. C'est une politique que vous êtes en train de développer. C'est une politique. Ici, j'insiste vraiment sur les lycées d'excellence parce que quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, en 50 ans,
on avait seulement 4 lycées d'excellence pour jeunes filles avec internat. Je pense à Sainte-Marie, Mami Adjoa, Mami Fété et puis Yopougon. Yopougon, voilà, c'est les 4. Mais là, en 14 ans d'exercice de pouvoir, je dis 14 ans parce qu'on va arriver en 2025, le président de la République a fait 14 lycées d'excellence. On peut dire un lycée d'excellence par an. Et actuellement, en 2023, où nous sommes, c'est 10 lycées d'excellence qui sont sortis de terre, en attendant les 4 autres. Donc, ces 10 lycées d'excellence, c'est autour de 90 milliards. Quelle autre Qu'en est-il infrastructure du bon vieux lycée scientifique de Yamoussoukro? Le lycée scientifique de Yamoussoukro sera réhabilité. Il avait en son sein 2 lycées mixtes qui sont sortis. Donc, la procédure a commencé pour la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous avons également comme infrastructure les collèges de proximité. Ça, c'est une innovation du président. Il y en a 42 que vous avez construits cette année. 168 depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir. 2011. De 2011 jusqu'à maintenant, ça fait 168. Et à la faveur de l'année de la jeunesse, 42 ont ouvert. Vous voyez un peu, rapprocher les écoles. Et jusqu'en 2025? Et jusqu'en 2025, on en aura 280. Il y a 112 qui sont donc en projet entre maintenant et 2025. Et justement, j'ai Wapo Okia Grace Emmanuela qui est avec nous. Elle est élève en Mbounois. Elle a tout juste 11 ans et l'établissement qu'elle fréquente est un collège de proximité. Est-ce qu'on peut lui remettre un micro? Ça va? Oui, monsieur. D'accord. Dis-nous, comment ça se passe? L'école, c'est tout près de la maison? Oui, monsieur. L'année dernière, j'étais dans un collège appelé Novi, situé à Atengue, à 12 km de mon établissement de maintenant. Je devrais me lever si tôt le matin, emprunter une moto pour me rendre à l'école. C'était risqué et c'était très dangereux pour moi pour me rendre à cette heure sur l'autoroute. Je devrais m'y rendre si tôt. Et tu es en 5e? Oui, monsieur. D'accord. Et ça va, ça se passe bien? Oui, monsieur. Les parents t'ont accompagné ce soir ici? Oui, non, monsieur. Je suis accompagné de mon principal. Le principal, oui, donc monsieur. du collège Mbounois. Oui. Merci, monsieur. Emmanuela. Madame. Vous voyez l'importance des collèges de proximité. Et tout ça, ça vous a coûté combien, Madame le ministre? Et quel est l'impact véritable? Combien d'élèves, combien de personnes ont pu bénéficier en plus de toutes ces infrastructures? Le collège de proximité, c'est 224 000 élèves. 224 000 élèves. Pour bénéficier de bonnes conditions d'apprentissage et être auprès des parents, bénéficier de l'encadrement parental. Toutes ces infrastructures que je viens de citer, réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro, construction de 10 établissements d'excellence. 10 lycées d'excellence pour jeunes filles, 42 collèges de proximité. Hormis les bibliothèques, hormis les cantines, nous en sommes à 200 milliards. Pour la seule année 2023. Sur les 361 milliards. Sur ça, je vais quand même bien expliquer. Vous savez, le PG Gouv, c'est 1118 milliards sur les 3 prochaines années. Nous avons eu au niveau du gouvernement une approche très prudente. C'est-à-dire que dans la fixation des objectifs cette année, nous sommes allés donc de façon très prudente en chiffrant l'ensemble des actions à 361 milliards de francs CFA. Mais la perspective, c'est 1118 milliards de francs CFA. Mais vous verrez qu'à la réalisation, nous sommes allés largement au-delà de ce qui était prévu cette année. Quand vous prenez le sous-secteur éducation seulement, avec les investissements qui ont été faits dans le secteur de Madame la ministre, à près de 200 milliards de francs CFA, que ce soit dans les lycées d'excellence, dans les collèges de proximité, etc. Et Madame le ministre n'a même pas pris en compte les cantines et autres. On va passer au ministère de l'Enseignement supérieur, M. Diawara. J'essaie de courir un petit peu parce que nous avons beaucoup de choses à vous demander et le temps qui nous a imparti est totalement insuffisant. Je voudrais profiter, si M. le directeur général nous regarde, s'il peut nous ajouter une demi-heure encore, ça pourrait bien nous convenir. Monsieur le ministre Diawara, on parle désormais d'orientation stratégique des universités.
Bien sûr. Vous savez, au départ, nous n'avions qu'une seule université, l'université d'Abidjan, qui est devenue par la suite l'Université nationale de Côte d'Ivoire et ensuite l'Université Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, notre écosystème, au niveau université publique, on en a 9. Et bientôt, la 10e va commencer à être construite à Odiéné. Alors, cela dit, nous avons, depuis l'époque de Feu Amadou Gon Coulibaly, nous avons décidé de serrer, disons, de trouver des orientations stratégiques pour chacune des universités. Il y a ce qu'on appelle les universités généralistes, où on fait toutes les formations, même s'il y a une thématique centrale. Et les universités généralistes, aujourd'hui, on en a 4. Au départ, on l'avait sur les 35 nord-sud, Cocody, Boaké et Korogo. Mais finalement, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici, on a dû ajouter Daloa. Ça nous fait 4 universités généralistes, mais avec des thématiques fortes. Cocody, normalement, la thématique forte, c'est les sciences. Boaké, thématique forte, droit et économie. Et Korogo, thématique forte, agro-pastoral. Et Daloa, thématique forte, agroforesterie. Et ensuite, vous avez les universités thématiques qui ont des thématiques qui sont en corrélation directe avec les potentialités socio-économiques de leur zone d'implantation. Par exemple, vous avez Amman, c'est mines, mécanique et autres. San Pedro, c'est sciences de la mer, ainsi de suite. Et vous avez les universités polytechniques qui contiennent des écoles d'ingénieurs. C'est le cas, par exemple, de l'université de Mans et c'est le cas de l'université de San Pedro. Et la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 9 universités. 9 universités publiques. Et la 10e, on va faire la pose de la première pierre bientôt à Odiéné, mais au niveau des universités privées, il y en a 127. D'accord. Elles ne sont pas toutes totalement fonctionnelles. Les travaux se poursuivent par endroits, c'est ça? Oui. La phase 1, par exemple, de Bondoukou, il faut l'achever. Exactement. Par exemple, l'université de San Pedro, on a ouvert ses portes en octobre 2021 avec un certain nombre d'infrastructures, dont la présidence, un centre médical, un amphi de 500 places, ainsi de suite, parce que ces infrastructures étaient en nombre suffisant pour accueillir la première cohorte d'étudiants. Parce que n'oubliez pas que quand on dit 3000 étudiants sur la première phase d'une université publique, ce nombre-là, on monte en puissance. Hein. Les 3000, c'est à terme. Sinon, au départ, on commence avec 400 à 500 étudiants. Par exemple, Bondoukou, cette année, on a commencé avec théoriquement 510 bacheliers orientés, mais finalement, il y a 433 qui se sont vraiment inscrits. Et donc, les 3000, c'est à terme. Alors, ce qui fait qu'au départ, on ouvre avec un certain nombre d'infrastructures, parce que ces infrastructures sont en nombre suffisant pour accueillir la première cohorte. Et ensuite, on continue les travaux pour achever, de telle sorte qu'après, on puisse monter en puissance jusqu'à 3000. Vous savez, on n'a pas le choix, hein, parce que nous sommes obligés d'affecter beaucoup de nos bacheliers dans le secteur privé, enfin dans les universités et grandes écoles privées, et ça coûte énormément cher à l'État. Je vous ai dit cette année, bien que ça n'est 40,2 milliards de frais de scolarité, sans oublier un reliquat sur les passifs de 2001-2015 qu'on doit payer. D'accord. Il y a les universités les plus anciennes, elles sont saturées. Qu'est-ce qui a été fait pour soulager ces milliers d'étudiants ou qu'est-ce qui va être fait dans cette année 2023, année de la jeunesse, et vous avez encore 10 jours? Oui, mais on y est déjà. Hein. Je signale que, outre la construction de nouvelles universités, effectivement, pour emboîter les pas à ma collègue, je signale que le président Ouattara, depuis son arrivée, on est passé de 3 universités à 9 en l'espace de 12 ans. C'est-à-dire que 6 universités sur 12 ans, ce qui fait une université tous les 2 ans. Bon. Et sans oublier que si on fait un retour en arrière, d'ailleurs, sur les 3 universités dont on hérite en 2011, je signale qu'il y a 2 qui ont été, disons, créés au moment où il était Premier ministre. Donc, en fait, c'est plus que 6. En réalité, c'est 8 sur les 9. Mais cela soit dit en passant. Ce qu'on fait actuellement, c'est que, donc, en plus des constructions de nouvelles universités, les anciennes universités, les 5 premières, sont en extension. Il y a ce qu'on appelle le programme d'investissement 2017 qu'on a arrêté à l'époque avec Feu Amadou Gon Coulibaly, qui est en cours actuellement, qui consiste à construire des amphithéâtres de 530 places, des salles de TD au départ, on voulait faire des salles de TD de 60 places, mais finalement, on en a fait de 120 places, des salles de TP de 60 places, des bureaux pour enseignants, des scolarités, des résidences universitaires. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de construire une résidence universitaire de 1200 lits à Daloa, à 6 unités près, et de 2400 lits à Korogo, à 12 unités près. Donc, on est en pleine phase d'extension des anciennes universités, parallèlement à la construction de nouvelles universités. Tout ça pour augmenter de façon sensible la capacité d'accueil des universités publiques. Et parlant de résidence universitaire, on est en ce moment actuellement même à 1 lit pour 17 étudiants. Ce n'est pas trop peu pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Non, le chiffre, il faut le revoir. C'est devenu 1 lit pour 15.
C'était un lit pour 17, mais comme les cités d'Abobo 1 et 2 sont achevées, c'est achevé et on avait un problème d'étanchéité qui a été réglé. Donc, le processus d'admission d'étudiants dans ces 2 cités a démarré depuis le lundi. Donc, ça nous offrira 2540 lits supplémentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un ratio de 1 lit pour 15 étudiants. L'objectif visé, c'est d'arriver à 1 lit pour 10, en passant par 1 lit sur 12 dans un premier temps, lorsque les cités qui sont en cours de réalisation seront achevées. Et puis peut-être 1 lit pour 3, pourquoi pas? Dans les nouvelles universités, justement, c'est exactement ça. 3000 étudiants à terme, mais avec 1000 lits. Donc, 1 lit pour 3 étudiants, à San Pedro et Bondoukou. Marquez-vous une question aux différents ministres? Je voulais justement poser la question sur le défi de l'hébergement des étudiants. Quelle est la situation au niveau d'Abidjan en ce moment, avec la réhabilitation des différentes cités? Ça s'est beaucoup amélioré. Je signale qu'au départ, on était à Abidjan à 1 lit pour 26 étudiants. Parce que vous savez que la concentration est forte à Abidjan. Mais avec la réhabilitation des cités périphériques, c'est-à-dire Abobo 1 et 2, Williamsville 220 logements, Port-Boué 1, 2, 3, Vridi, on va passer à 1 étudiant pour 1 lit pour 13 étudiants, tout simplement. Donc actuellement, nous avons déjà au niveau des cités périphériques, on a pratiquement tout ouvert, puisqu'à Bobo 1 et 2 vont ouvrir bientôt. Il va nous rester que Port-Boué 3. Et Port-Boué 3, les travaux sont très avancés. Il y a un nouveau bâtiment R+1 qu'on est en train de construire et de réhabiliter le restaurant. C'est ce qui nous reste. Et après, on ouvre Port-Boué 3. Et tout ça vous a coûté combien, vous, au ministère de l'Enseignement supérieur, dans cette année 2023? Ça dépend. Si vous prenez l'université, commençons par l'université de San Pedro. L'université de San Pedro, c'est 85 milliards hors taxes, hors douane. Mais c'est en PPP, en partenariat public-privé, avec un loyer que l'État paye chaque fin du mois, chaque année. On doit payer sur 14 années. Cette année, déjà, on a payé le loyer à 13 milliards. Ensuite, vous avez l'université de Bondoukou, c'est 83,7 milliards. Bon, donc, une fois que les travaux seront achevés, là également, on va se mettre dans le processus de paiement. Maintenant, pour le programme 2017 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été concocté depuis le temps d'Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, ça fait en tout 170 milliards. Et rien qu'au titre de l'année 2023, on a payé 30 milliards à l'entreprise. Merci, Monsieur le ministre Diawara. Nous allons aborder la 3e partie de notre émission, mais les téléspectateurs nous ont envoyé quelques questions. Il y en a peut-être quelques-unes parmi elles auxquelles vous avez déjà répondu. Moi, je vais les lire. Chacun d'entre vous va tenter, essayer de prendre note, et puis dans vos prises de parole, vous allez répondre à ce qui vous concerne. Kamaraté Mahama nous demande quelle solution pour les effectifs pléthoriques auxquels nous devrons enseigner un contenu APC expérimenté sur des effectifs de 20 élèves maximum. Et puis, 2, un constat, le déficit d'enseignants en mathématiques, que faire pour encourager les étudiants à s'y orienter. Madame la ministre connaît pourquoi ne pas uniformiser les frais d'écolage dans les écoles privées. Ça, c'est cool. Enoch demande, je suis Koné Abdul Razak, 36 ans, comment faire pour avoir un financement de 3 millions à l'emploi jeune? Je tiens à remercier le chef de l'État, ça c'est Fils de Soro, le chef de l'État pour cette vision très bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Toutes les couches sociales, pauvres comme riches, en ont bénéficié, surtout pour les jeunes optimistes. Cependant, Monsieur le ministre Touré, n'est-il pas possible de relancer ce programme en 2024 pour encore donner une dernière chance aux jeunes pessimistes? Il faut qu'ils sachent que c'est un programme triennal, c'est jusqu'en 2025. Monsieur le ministre va le dire mieux que moi tout à l'heure. Serge Botti demande, pour ma part, vouloir une école de qualité sans penser à la condition des enseignants ne pourra aboutir parce que les enseignants sont catégorisés IA, IO pour le même service fait, tenant le même niveau pédagogique. Les discriminations sont donc multiples. La subvention des COGES, ça c'est Yao Badou, la subvention des COGES n'est pas encore versée. Pourquoi ce retard? Concernant la digitalisation, c'est M. Seu. La digitalisation concerne-t-elle uniquement les élèves et non les enseignants? Et puis il y a Kwasi Konan qui demande qu'en est-il des primes réclamées par les enseignants du primaire et du secondaire? Et puis voilà, entre autres, quelques questions que nous avons pu noter sur notre tablette ici. M. Touré qui appelle de Mauritanie, qui nous demande quel projet avez-vous pour les jeunes de l'extérieur qui veulent faire un retour en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc à la 3e partie de notre émission. Ce sont les actions concrètes
que vous avez eu à faire en faveur des jeunes, Madame et Messieurs les ministres, durant toute cette année. Monsieur le ministre Diawara, je reste avec vous. Si je vous dis, par exemple, 85 644, qu'est-ce que ce chiffre vous invoque tout de suite? C'est exactement le nombre de bénéficiaires de bourses et secours financiers Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire. Dans la mesure où au niveau hors Côte d'Ivoire, on est aux alentours de 1874 secours financiers et bourses. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on a 42 500 bourses et 41 190 secours financiers. L'un mis dans l'autre, ça nous fait justement les 85 644 bénéficiaires. Alors Hamza, je voulais juste ajouter que l'objectif cette année 2023 était de 110 000 boursiers. Lorsque vous prenez les chiffres donnés par le ministre de l'Enseignement supérieur, vous ajoutez les chiffres de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, nous sommes à 136 880 jeunes en Côte d'Ivoire cette année qui ont bénéficié de bourses et de secours financiers. Bourse Côte d'Ivoire et bourse hors Côte d'Ivoire, bien entendu. Et il y a des étudiants boursiers dans le public ce soir. Je vous l'ai dit, vous allez avoir tout au long de cette émission quelques témoignages. On va donc remettre un micro au président des boursiers de Côte d'Ivoire, s'il est là, bien sûr. Est-ce qu'il est dans cette salle? Il est étudiant, il a bénéficié de bourses, tout comme lui, il y en a 136 880. Il va nous dire un peu comment vous en avez bénéficié et puis qu'est-ce que ça vous apporte concrètement. Présentez-vous déjà. Merci. Merci, je suis Atoubra Abi Frank, étudiant inscrit en thèse de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis le responsable des étudiants boursiers et j'en ai bénéficié parce que pour être responsable des boursiers, il faut bien sûr être boursier. Et pour bénéficier de la bourse, il y a les critères, les conditions. Voilà, il y a d'abord les conditions de l'excellence. D'abord, parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on donne, c'est à ceux qui méritent pour les méritants. Mais d'abord, il faut être inscrit. Voilà, donc on postule et au niveau de la direction de la DOB, et c'est là-bas que la sélection s'est faite. Et à l'issue de la sélection, on donne les résultats. Et c'est ceux, les méritants qui sont choisis, et c'est eux qui bénéficient de la bourse. D'accord. Pour votre bourse, c'est Côte d'Ivoire ou hors Côte d'Ivoire? Non, ils sont en Côte d'Ivoire, donc c'est Côte d'Ivoire. Voilà, c'est Côte d'Ivoire. Et la bourse varie. De la licence 1, 2, c'est 240 000. De la licence 3, le Master 1, c'est 480 000. Et de la Master 1, Master 2 et Doctorat, c'est 600 000. Et tout à l'heure, avec le chiffre que le ministre vient de donner, il y a eu une augmentation. Parce qu'avant ça, la bourse était autour de 16 000. Et c'était vraiment insignifiant pour toute la Côte d'Ivoire. Avec les plaidoyers que nous avons fait auprès du président de la République par le canal du ministre, il y a eu cette augmentation. Jusqu'à 85 000. Jusqu'à 85 000. Merci. Voilà, tout à l'heure. Actuellement, nous sommes en phase des secours financiers à plus de 41 000. Et là encore, le ministre vient de nous faire une faveur pour repousser encore la date pour permettre à nos camarades qui n'ont pas encore pu déposer les dossiers de pouvoir le faire pour bénéficier de cette bourse. Merci. Je voulais vraiment dire merci au président de la République et de pouvoir continuer encore parce qu'on a encore plus besoin de bourses. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Diawara, comment on devient éligible à la bourse et au secours financier? Bon, le premier critère, évidemment, c'est l'excellence. Hein. Le premier critère, c'est l'excellence parce que je signale que, par exemple, les bacheliers qui arrivent à l'université, pour avoir la bourse, il faut avoir eu de très bonnes notes au bac. Parce que n'oubliez pas qu'on a une enveloppe budgétaire qui nous oblige à une certaine discipline budgétaire. En ce sens qu'on commence d'abord par regarder ceux qui sont déjà boursiers et qui remplissent les critères pour conserver la bourse. C'est la première étape. Donc, on est obligé de renouveler leur bourse. C'est-à-dire, pendant un étudiant qui est déjà boursier, s'il a validé l'ensemble de ses unités d'enseignement, c'est l'ensemble de ses UE, on est obligé de lui reconduire sa bourse. Bon, donc, quand on a fini de faire les renouvellements, le reste de l'enveloppe, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ceux qui sont handicapés ou ceux qui sont dans les sciences dures, telles que les maths, la physique et autres. Ceux-là, ils sont privilégiés. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ceux qui demandent la bourse, s'ils sont bons de façon systématique, quand ils remplissent les critères d'obtention donc de les UE, je parle de ceux qui ne sont pas encore boursiers, parce qu'il faut faire la part des choses. Ceux qui sont déjà boursiers, je l'ai dit, s'ils ont validé toutes les UE, on reconduit la bourse. Ceux qui demandent, en ce moment, on regarde, s'ils n'ont pas redoublé, s'ils ont déjà validé toutes les UE, de deux choses l'une, où ils sont handicapés, où ils sont dans les sciences dures, telles que les maths, la physique, systématiquement, on leur accorde la bourse. Quant aux autres, même s'ils remplissent les critères, il y a des quotas
qu'on fixe en fonction de l'enveloppe budgétaire. Voilà. Donc il y a une discrimination positive en faveur quand même des scientifiques. Marquez-vous. Monsieur le ministre, vous parlez de quotas. Comment se fait le choix pour avoir les quotas qu'on doit retenir? Non, au niveau des quotas, c'est dynamique. Hein. Vraiment, ça dépend de l'enveloppe budgétaire. Voilà, ça dépend de l'enveloppe budgétaire. On fait des quotas, mais c'est vrai, c'est orienté. Il faut être sincère, c'est orienté en fonction des capacités d'absorption du marché de l'emploi. Vous savez, quoi qu'on dise, il y a des non-dits dans cette affaire. Il y a des études pour lesquelles on sait que le marché de l'emploi est plus demandeur. Donc, évidemment, les étudiants qui sont dans ces filières-là sont favorisés. C'est pareil même dans les orientations des bacheliers. Parfois, c'est des non-dits. Voilà. En termes d'actions concrètes, j'ai un autre chiffre qui me vient à l'esprit tout de suite. Si la réalisation peut me suivre, je pense à 700, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. 700, c'est le nombre d'enseignants, chercheurs et chercheurs recrutés cette année. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les assistants chefs de clinique et les attachés de recherche. On avait 700 postes cette année, toutes catégories confondues, hein, c'est-à-dire recrutement nouveau, contrat et puis glissement catégoriel. On a recruté déjà 600, les 100 autres. Le processus est en cours, je crois dans 2 jours d'ailleurs, le dernier concours, le concours aura lieu pour recruter les 100 restants. Donc 700, c'est le nombre d'enseignants, chercheurs et de chercheurs. 600 déjà, et ont puis déjà été recrutés, les 100 seront bientôt recrutés. D'accord. Bon. Et puis, on a 1580 admis aussi au concours de... Exactement, de l'ENS. De l'ENS. C'est-à-dire professeurs de collège, professeurs de lycée, éducateurs. J'ai un chiffre pour vous, lui donne un peu le tournis, c'est en millions, 16 71 852. Ça vous interpelle? C'est le nombre de plats servis dans nos restaurants universitaires, tout simplement, pour un budget d'environ 8 milliards de subventions. Comparativement à l'année d'avant, nous sommes en année de la jeunesse. Comparativement à avant, il y a un bond quantitatif. Oui, il y a de l'évolution, simplement parce qu'en temps, il y a de nouveaux restos qui ont ouvert leurs portes. Voilà, ne serait-ce que les restos des nouvelles universités et puis les restos qui ont été réhabilités. Donc, automatiquement, il y a augmentation de la quantité. Dites-nous également un mot sur la bibliothèque numérique que vous avez mise sur pied. Ah oui, effectivement. On parle de 96 000 ouvrages. Oui, les étudiants que nous avons ont parfois des problèmes d'accès à la documentation. Ils sont obligés de se ruer soit sur des fascicules qui sont élaborés par les enseignants, soit parfois sur des manuels qui sont totalement dépassés. Ou simplement parce qu'il y a des manuels qu'on ne trouve pas sur la place, ou quand on en trouve, c'est très cher. Moi, je prends par exemple ma discipline, la physique. Vous avez un manuel qui est super bon, qui s'appelle Lombroso, mais qui coûte 35 000. Donc, du coup, il y a très peu d'étudiants qui ont la possibilité d'acheter ce bouquin. Alors, donc, du coup, nous avons opté pour la bibliothèque numérique, de telle sorte qu'avec très peu d'investissement, tous les étudiants puissent avoir accès à un nombre incalculable d'ouvrages. Là, la bibliothèque numérique Alassane Ouattara, qui a ouvert ses portes le samedi dernier à l'INPHB, c'était la cérémonie donc, de mise en place de la bibliothèque numérique, c'est 96 000 ouvrages. Ça parle depuis la licence 1 jusqu'au doctorat. Parce qu'au doctorat, par exemple, on a plus de 5 000 thèses qui sont sur cette plateforme. Donc, ça donnera accès à tous nos étudiants. Ils pourront accéder à, comme je l'ai dit, 96 000 ouvrages, ce qui n'est pas rien du tout. D'ailleurs, dans la foulée, nous avons distribué 200 ordinateurs gratuitement aux meilleurs étudiants. On leur a donné 200 codes qui leur permettent d'accéder à la bibliothèque numérique gratuitement pendant 1 an. De la même façon, on a donné 200 codes à 200 enseignants, chercheurs et chercheurs pour accéder à la bibliothèque gratuitement pendant 1 an. 200 étudiants méritants qui ont bénéficié donc d'ordinateurs et parmi eux, il y en a un ici. Les 199 sont chez eux, mais Jossa Kojo, Christ Donald fait partie donc des bénéficiaires. Il est avec nous. Aussi, il est dans cette salle. Vous allez bien, monsieur Jossa? Très bien, monsieur. Dites-nous un peu, parlez-nous de cette expérience. Faut dire, c'est le samedi dernier. Bon, disons le vendredi, mon téléphone sonne. C'est l'administration qui m'appelle. On dit, mais tu sais, tu es le meilleur étudiant de l'UFR Biosciences. Demain, il faudrait que tu sois à l'INPHB ou une remise de prix. Et on part à l'INPHB avec toute la cérémonie qui s'ensuit. On nous remet 200 étudiants, c'est-à-dire un ordinateur par étudiant avec un code d'accès. Un code d'accès, c'est-à-dire à la Bibliothèque numérique nationale de Côte d'Ivoire. Et pour moi, en tant qu'étudiant, parce que si on prend peut-être un apprenti de Dakar, il peut ne pas comprendre ce que c'est. Mais pour moi, étudiant, la matière première, c'est la recherche, c'est-à-dire c'est les livres. Donc, avoir une bibliothèque numérique de 96 000 ouvrages avec
de l'ordinateur gratuit, c'est vraiment un geste à saluer. Donc, j'en profite de l'occasion pour dire merci au président de la République par le biais du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et nous vous disons merci d'avoir pu effectuer le déplacement. Monsieur Yevou, pour le ministre. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, on ne pourrait vous laisser partir sans vous poser la question des docteurs non recrutés. C'est que vous avez trouvé beaucoup d'arrangements avec eux, vous avez pu calmer la tension. Quelle est la situation en ce moment? Merci de me permettre de revenir là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, on aurait pu développer ça pendant au moins 1 heure. Mais ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire a une particularité. C'est que dans la zone CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, nous sommes le seul pays qui recrute autant d'enseignants, chercheurs et chercheurs par an. Je peux vous assurer que quand je vais dans les discussions, dans les réunions avec mes collègues, ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la zone CAMES, ils me demandent toujours, mais comment la Côte d'Ivoire fait pour recruter autant de docteurs? Chaque année, depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, c'est-à-dire si je ne tiens même pas compte des 700 qui seront recrutés cette année, on a recruté en tout de 2011 à 2022 4870 enseignants, chercheurs et chercheurs, soit en moyenne 406 enseignants, chercheurs et chercheurs par an. Et quand on a fini de dire ça, je signale que ça fait 4,325 milliards de salaires et de primes de recherche. Alors, faites le calcul. Alors, ce qui se passe donc, c'est qu'on est dans une situation où le nombre de docteurs est supérieur au nombre de postes budgétaires qui est ouvert chaque année. Je prends par exemple cette année, au concours, il y avait 2026 candidats. 2026 candidats pour 700 postes. Mais attention, les 2026, il n'y a pas que les docteurs, il y a des docteurs, c'est vrai, mais il y a aussi des ingénieurs de conception, il y a des spécialistes de tout genre. Bon, mais cela dit, on ne peut pas recruter tout ce beau monde. D'autant plus que ce qui se passe, c'est qu'il y a des matières dans lesquelles il y a un déficit chronique. Par exemple, mathématiques, physique, informatique, fiscalité ou autres. Là, le nombre de postes budgétaires créés est même supérieur au nombre de docteurs. Par contre, il y a des disciplines où il y a un trop-plein de docteurs. Vous avez sociologie, histoire, géographie, lettres modernes, etc. Là, le calme est revenu. Le calme est revenu parce que je crois qu'ils ont compris que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts comparé à ce qui se passe dans toute l'Afrique. Et en plus, nous avons créé les conditions d'un concours qui est le plus transparent possible. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Diawara. Et puis, est-ce que dans toutes les questions que j'ai lues sur la tablette, il y en avait qui vous étaient adressées? Si oui, vous allez y répondre. Et puis, le temps que vous cherchez vos notes, on a aussi le fonds STI, dont le fonds d'établissement a fini par atteindre cette année les 10 milliards de francs CFA. Oui. En réalité, ça va atteindre les 10 milliards plutôt avec le budget 2024. D'accord. Ça veut dire sur le budget 2023, on a ajouté 1,5 milliard sur le fonds d'établissement, c'est-à-dire sur le capital. Il nous reste encore 1,747 milliard. Avec le budget 2024, on aura 1,5 milliard, il va nous rester 247 millions. Donc vraiment, c'est epsilonique. Oui. Donc on aura à peu près nos 10 milliards de fonds d'établissement qui vont générer environ 600 millions chaque année, qui vont nous permettre donc de financer les projets de recherche, je n'oserais pas dire programme, mais au moins les projets de recherche. Bon, cela dit, il y avait une question qui nous concernait, c'est par rapport aux mathématiques. Comment faire pour attirer les étudiants en maths? Je signale simplement que normalement, les mathématiques, tout ce qui est filière mathématiques, informatique, au départ, c'est ouvert, surtout pour les bacs C et les bacs E. Mais comme les bacs C et les bacs E sont en nombre très insuffisant, d'ailleurs, il y a de cela 1 an ou 2, sur notre plateforme d'orientation des bacheliers, ceux qui avaient le bac C ou le bac E ne représentaient que 2,30% des bacheliers. Bon, donc du coup, il n'y a pas suffisamment de bac C. Ce qu'on fait, on est obligé de prendre beaucoup de bac D pour compléter. Bon, mais les bons bac D, parce que si vous prenez des bac D qui ne sont pas très bons, en maths info, ils ne vont pas s'en sortir. Mais cela dit, après cela, nous avons mis en place des stratégies pour faire en sorte que le taux de réussite soit élevé, ce qui est de nature à les attirer. Parce que quand ils arrivent et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils ont tendance à aller, par exemple, en sciences éco. Donc, ce qu'on va faire, c'est des cours de mise à niveau dès qu'ils arrivent. C'est le tutorat pour les suivre,
de telle sorte que dès que certains ont des difficultés d'apprentissage, on puisse leur faire des cours de renforcement. Et puis c'est le contrôle continu, comme je l'ai dit, pour ne pas attendre à la fin et constater que, bon, c'est... Ensuite, il y a la discrimination positive sur l'attribution des bourses, l'attribution des chambres en cité, l'attribution des secours. Merci, Monsieur le ministre. Il nous reste que 5 minutes pour 2 autres ministres. Ça va être un peu chaud. Madame le ministre de l'Éducation nationale, vous en aviez déjà parlé. 2000 postes d'élèves maîtres en plus des 5000 habituels. Et dans cette salle, on a eu une des bénéficiaires du programme alphabétisation. Est-ce que Madame V. Adrienne est avec nous? Madame V. Adrienne, dites-nous quelque chose en 30 secondes, l'alphabétisation. Bonsoir, monsieur. Je me nomme Si Rodriguez Adrienne. Moi, ce qui m'a poussé à comment on appelle, à apprendre à écrire, bon, c'est pas facile. Quand tu ne sais pas lire et écrire, c'est un problème pour toi-même d'abord. Voilà. Partout où tu vas rentrer, c'est comme un prisonnier, tu attends ton jugement, on te met ici, on te met là, franchement dit. Et puis quand tu ne sais pas lire et écrire aussi, franchement, ton mari, mais il prend son salaire, il te cache. Des fois, il y a des reçus de hôtel, il te fait croire que c'est reçu de maison. Donc, j'aimerais dire merci à M. Touré, Mamadou Frédéric, de ONG État Bien, à Abidjan 4, qui m'a aidé à passer le CP cette année. C'est pas facile, mais j'ai eu mon CP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame le ministre, autre action dont vous avez déjà parlé, c'est le renforcement de capacité des enseignants, des chefs d'établissement. Vous en avez parlé, des directeurs d'école. Mais il y a aussi la révision des curricula. C'est quelque chose que vous avez fait cette année. Pourquoi il était nécessaire de faire cela? Réviser les curricula pour s'adapter au monde actuel, essentiellement. Réviser les curricula pour introduire la question de l'entrepreneuriat ou améliorer la question de l'entrepreneuriat, amener nos enfants à apprendre l'entrepreneuriat et voir un peu ce qui les attend. Introduire dans les réformes de curricula, nous avons introduit la dictée, nous avons introduit les coefficients pour les mathématiques, nous avons introduit tout ce qui est créativité. Plusieurs actions sont menées en tout cas pour la... Un phénomène, Madame le ministre, les congés anticipés. On n'en a pas encore entendu parler cette année, alors qu'on est en fin d'année. Et même l'année dernière, on n'en a pas entendu parler. Est-ce à dire que c'est fini en Côte d'Ivoire? On n'entendra plus parler de ce phénomène. Je ne peux pas dire que c'est fini ou ce n'est pas fini, mais je note que depuis plus de 15 ans, c'est un phénomène qui existait. Et dans les 2 années, grâce à la conjugaison des efforts avec le ministère de la Jeunesse, avec le ministère de la Sécurité, avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Avec d'autres ministères, nous avons réussi à juguler la question parce que depuis 2 ans, nos élèves sont des élèves responsables. Nous avons également des enseignants responsables qui savent l'importance de l'école, qui savent l'importance du travail à l'école, qui savent l'importance du quantum horaire. Quand on respecte le quantum horaire, on est mieux préparé aux examens, on est mieux préparé au concours et on a beaucoup plus de chances de réussite. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que nous avons l'accès, le maintien et la réussite. Tout à fait. La CAN, Madame le ministre, c'est du 13 janvier au 11 février. On va éclairer définitivement les Ivoiriens sur ce plateau. Vous répondrez par oui ou par non. Les élèves de l'enseignement général auront-ils droit à des congés CAN? Les élèves de l'enseignement général n'auront pas droit à des congés CAN. Habituellement, nous avons ce qu'on appelle le congé de février, qui dure 5 jours d'affilée. Cette année, nous avons 7 jours, mais 7 jours répartis selon les jours où la Côte d'Ivoire a un match. Merci. Vos perspectives, 2-3 mots. Continuer ce que nous avons commencé.
Merci, Madame le ministre. Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, c'est par vous que nous allons terminer cette émission. 129 000 emplois, vous l'avez dit, 14 874 bénéficiaires des dispositions de l'école de la deuxième chance, 136 000 boursiers en tout, mais il y a aussi des programmes de stage dont ont bénéficié de nombreux jeunes, Monsieur le ministre. Oui, donc 74 874 jeunes qui ont bénéficié du programme de l'école de la deuxième chance. C'est toutes ces solutions alternatives de formation, apprentissage, formation de reconversion, dans différents métiers, dans le digital, le BTP, etc. Vous avez 21 500 jeunes qui ont bénéficié donc à date du programme de stage cette année. 21 500. 11 300 pour les stages écoles, donc tous ceux qui sortent du système d'enseignement supérieur, d'enseignement technique, qui ont besoin d'un stage pour valider leur diplôme, et 10 200 jeunes qui ont eu donc un stage de qualification, stage pré-emploi en entreprise. Je vais rappeler aussi qu'à travers une activité conjointe avec la ministre de l'Éducation nationale, nous avons fait une activité inédite cette année. Au mois d'août, c'est 11 190 élèves qui ont bénéficié de stages d'immersion en entreprise. L'idée, c'est de familiariser donc ces jeunes, notamment ces élèves, avec le monde du travail et les aider à mieux s'orienter dans leur parcours donc, professionnel, etc. Donc voici un peu quelques éléments que je vais mettre donc à votre disposition. Et il y a Miss JJ Emanuela, Monsieur le ministre, à propos des formations par apprentissage, les secteurs concernés et tout ça. On a Madame Miss JJ Emanuela qui est avec nous, à qui je vais demander de prendre la parole. Elle a bénéficié d'un stage qui a abouti à un emploi. Elle est avec nous. Allez-y. Bonjour, messieurs et dames. Je vais bien redire mon parcours avec votre permission. Je suis titulaire d'une licence professionnelle en transport logistique et dans le cadre de mon insertion professionnelle, j'ai migré vers l'agence emploi jeune pour pouvoir m'insérer professionnellement. Et c'est à cette suite-là que j'ai été retenue pour le programme d'école de transit de l'entreprise AGL ex-Bolloré. Et avec la collaboration du ministère de la Promotion et de la Jeunesse, j'ai pu être retenue en tant que stagiaire. Maintenant, je suis agent de transit dans cette entreprise. Merci. Et c'est un CDD. Vous bénéficiez d'un CDD, un contrat à durée déterminée. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, Miss JJ Emanuela. Et puis, nous avons aussi Kwame Kofikan, qui, lui, a bénéficié de formation par apprentissage. Kwame Kofikan est-il là? 30 secondes. Allez-y. Bonjour à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, bonjour à Madame la ministre de l'Éducation nationale, bonjour à Monsieur le ministre de la Jeunesse. Au fait, moi je suis étudiant doctorant, j'ai décidé de faire la formation en plomberie sanitaire parce que je préférais être un docteur plombier qu'être un docteur non recruté qui sera arrêté par les policiers. Donc c'est par anticipation que j'ai fait ce choix. Et je ne regrette pas aujourd'hui parce que je fais un stage à la SODECI et je dis merci à Monsieur le ministre de la Jeunesse et nous remercions le gouvernement aussi pour ce qui s'est passé. Et vivement que votre stage aboutisse également à un emploi. Merci d'être venu. Monsieur le ministre, nous allons terminer. Nous n'avons plus qu'une minute pour tous les deux. Madame le ministre a conclu. Monsieur le ministre, vos perspectives en 2-3 mots et Monsieur le ministre de la Jeunesse va refermer cette émission. Mais je pense que j'emboîte le pas à ma sœur. Les perspectives, c'est continuer les réformes, notamment celles qui sont contenues dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et également, en termes d'investissement, c'est continuer ce que nous avons commencé. Par exemple, achever la phase 1 de l'université de Bondoukou, démarrer l'université de Diené bientôt, démarrer la construction des nouvelles résidences universitaires pour lesquelles on a un financement. Il y en a 3. Et voilà. Et puis, faire en sorte que notre fonds pour la science, la technologie et l'innovation soit effectivement opérationnel à hauteur de 10 milliards, comme je l'ai dit, de capital. Merci, M. Diawara. Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, allez-y, dites-nous un mot de fin. Et surtout, parlez-nous les CENI, les cartes nationales d'identité. Oui, j'en parlerai. Donc, résumer juste rapidement pour dire que l'année de la jeunesse dans le secteur éducation-formation et insertion professionnelle, c'est 129 694 jeunes qui, cette année, ont pu avoir un emploi, soit en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée ou recrutés par l'administration. C'est 136 880 jeunes qui ont eu une bourse d'études ou un secours financier. C'est 74 874 jeunes qui ont bénéficié de diverses formations de reconversion
et d'apprentissage à un métier, c'est 21 500 jeunes qui ont eu un stage. C'est 441 000 jeunes qui ont bénéficié donc d'un accompagnement pour obtenir leur carte nationale d'identité. Alors, pourquoi on accompagne des jeunes pour obtenir leur carte nationale d'identité? Beaucoup de jeunes, surtout en milieu rural, se trouvent exclus de tous les programmes. Des jeunes qui sont à l'école, qui n'ont pas de documents administratifs, qui n'ont pas d'extrait de naissance. Vous savez que pour accéder à différents programmes, il faut justifier sa nationalité ivoirienne. Donc, un jeune qui n'a pas de carte nationale d'identité ne peut même pas postuler pour avoir un programme de formation, ne peut pas postuler pour avoir un emploi, etc. Et donc, le chef de l'État et le chef du gouvernement nous ont donné l'orientation de faire en sorte qu'à l'horizon 2025, 1 million de nos jeunes compatriotes qui sont exclus totalement de tous les programmes parce que n'ayant pas de carte nationale d'identité puissent avoir une carte nationale d'identité. Et cette année, c'est un peu plus de 440 000 jeunes qui ont bénéficié donc de ces cartes nationales d'identité. Je sais, on aura 2 émissions avec d'autres collègues sectoriels pour aller plus loin dans le bilan, mais ce que je voulais dire à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, le programme jeune du gouvernement, c'est 2023-2025. Tous les éléments que nous venons de mettre à disposition, tous ces témoignages de jeunes, témoignages concrets, c'est pour l'année 2023. Mais ce programme continuera en 2024 et continuera en 2025. Et dire que les perspectives donc sont bonnes, nous allons continuer à amplifier nos actions en faveur des jeunes, surtout dans le secteur éducation, formation et insertion professionnelle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame le ministre. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci à tous les 3 d'avoir pu accepter de venir nous apporter tous ces éclairages. Le PJGouv est donc un programme d'envergure qui a fixé les lignes directrices de l'action du gouvernement pour les jeunes Ivoiriens sur la période 2023-2025. Vous l'avez certainement compris après ces 90 minutes et plus. Les 1118 milliards de francs CFA sur les 3 ans, pendant donc les 3 ans sont répartis sur les différents axes du programme, dont la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures destinées à la formation et à l'insertion professionnelle de 1,5 million de jeunes sur la période indiquée. Le ministre Mamadou Touré l'a dit tout à l'heure, la barre d'1 million de jeunes insérés est déjà touchée. À l'en croire, on n'est donc plus très loin de l'objectif. Merci à la rédaction en chef de la DMI, à toute la technique, à Marc Yavievo de Fraternité Matin et à tous ces nombreux jeunes venus ce soir dans le studio pour cette émission que j'ai pris grand plaisir, comme toujours, à vous proposer. À mardi prochain pour un autre numéro de RTI 1 Reçoit.